Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais corriger deux activités, celle de la semaine passée sur la notion d'agrosystème, et puis je corrigerai également celle que vous aviez à faire aujourd'hui sur le sol et la gestion durable des agrosystèmes pour pouvoir clôturer ce chapitre et cette partie et en même temps ce deuxième thème aujourd'hui. Comme ça, nous pourrons reprendre après les vacances, lorsque nous nous retrouverons en cours ensemble, un nouveau thème et laisser ça derrière nous. Alors, sur les agrosystèmes, je vais être assez rapide. Donc, vous aviez une vidéo à regarder qui faisait une comparaison de ce qu'est un écosystème d'un agrosystème. La première chose qu'on vous demandait, c'était la biomasse, ce que c'était, donc une définition que vous pouviez trouver dans votre livre. Donc, c'est l'ensemble de la matière végétale et animale produite par un organisme, par un écosystème ou par un agrosystème. Ensuite, donc vous aviez ce qu'on appelle un petit peu les relations entre les êtres vivants au sein d'un écosystème ou d'un agrosystème, avec des termes que vous avez déjà rencontrés au collège, la notion de producteur primaire, consommateur primaire, matière minérale, etc. Donc, les producteurs primaires se retrouvent dans cette case-là, numéro 1. Les producteurs primaires, ce sont les végétaux qui vont produire leur propre matière organique à partir de la matière minérale prélevée dans le sol et de l'énergie lumineuse parce qu'ils réalisent un des métabolismes que l'on a vu en début d'année, la photosynthèse. Donc les producteurs primaires sont ici. Pour produire leur matière organique, ils ont besoin de CO2 qu'ils prélèvent dans l'air, de matière minérale, donc c'est le numéro 5 qui est ici, et d'énergie lumineuse. Ces producteurs primaires, ils ont deux devenirs, soit ils vivent la totalité de leur vie, les végétaux, puis ensuite ils fanent et puis ils meurent. À ce moment-là, ils forment de la matière organique morte qui se dépose sur le sol, ou alors ils vont être consommés par les consommateurs primaires. Donc les êtres vivants qui vont manger les végétaux, donc les producteurs primaires, sont les consommateurs primaires. Ces consommateurs primaires, ils ont deux devenirs. Soit ils meurent et ils se dégradent sur place pour former la matière organique morte qui sera dégradée par les décomposeurs. Donc la case en dessous, numéro 6, sont les décomposeurs qui vont, à partir de cette matière organique morte, redonner de la matière minérale. Si ces consommateurs primaires ne meurent pas sur place et se dégradent sur place, ils vont être consommés par les consommateurs secondaires. Et on peut continuer ça à plusieurs échelles. Donc les consommateurs secondaires, ce sont des consommateurs primaires, donc qui vont manger de la matière organique animale. Et ensuite, niveau d'après, consommateurs tertiaires, quaternaires, etc. On peut continuer. À chaque étape, à chaque maillon de la chaîne des consommateurs, ces consommateurs libèrent du CO2 par respiration et soit sont mangés par un consommateur de l'échelon suivant, soit ils meurent sur place et sont dégradés par les décomposeurs. Donc ça, c'est le cycle d'un écosystème naturel, des choses, comment elles se passent. Dans un écosystème, donc vous aviez ce document qui montre que à chaque échelon de la chaîne alimentaire, ce qu'on appelle une chaîne trophique, on a une perte de biomasse. Pourquoi? Eh bien, on a plusieurs raisons à cela. Pourquoi on a une perte de biomasse? Tout simplement déjà parce qu'il y a une partie des êtres vivants de chaque maillon de la chaîne qui meurt sur place, une autre partie qui va être consommée par les consommateurs du niveau suivant, et une partie de l'énergie sera perdue sous forme de respiration cellulaire et libération de CO2. Donc vous avez de moins en moins de biomasse à chaque échelon de la chaîne alimentaire. Et enfin, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce tableau numéro 4, ici, comparaison agrosystème-écosystème. Donc un écosystème, ce qui le caractérise, c'est qu'il est équilibré et fermé. Toute la biomasse qui va être produite à partir de la matière minérale prélevée dans le sol et dans l'air va être
va se retrouver soit au niveau supérieur de la chaîne alimentaire, soit dégradé sur place sous forme de matière organique morte. Dans tous les cas, tout reste sur place. La matière minérale est transformée en matière organique, qui reste sur place lors de la mort des individus et retourne sous forme de matière minérale grâce aux décomposeurs. Donc c'est un système équilibré et fermé. Un agrosystème, nous le but d'un agrosystème, donc un écosystème dans lequel intervient l'homme, et bien lorsque l'on fait pousser par exemple des végétaux, un champ de maïs, donc nos producteurs primaires que sont les végétaux, donc les maïs, vont prélever de la matière minérale dans le sol, du CO2 dans l'air, pour faire leur plant de maïs, pour faire leurs tiges, leurs feuilles, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de laisser ce plant de maïs se dégrader sur place pour redevenir de la matière minérale, et ben on les enlève. D'accord? Donc, on va sortir les producteurs ou les consommateurs de cet agrosystème. Donc, on a un système ouvert, puisqu'on va sortir de la biomasse, et donc déséquilibré, puisqu'on va perdre de la matière. La matière organique ne retournera pas sous forme de matière minérale. Un écosystème, c'est un écosystème avec une biodiversité élevée et peu ou pas du tout d'intervention de l'homme. Alors qu'un agrosystème, sur un champ de maïs, vous n'avez qu'une espèce végétale, c'est un champ de maïs, c'est le maïs. Donc il y a peu de biodiversité et il y a une intervention de l'homme de partout, à tous les niveaux. Ensuite, donc, dans le cas d'un agrosystème, on peut faire le schéma suivant. Donc matière minérale va donner la biomasse, et cette biomasse va être prélevée exportée par l'homme pour son alimentation. Et donc elle ne retournera pas sous forme de matière minérale, ce qui est le cas dans un écosystème. Donc si vous prélevez la matière organique fabriquée par les producteurs primaires puis les consommateurs primaires, si vous les sortez de votre agrosystème et qu'ils ne retournent pas dans le sol et ne redonnent pas de matière minérale, on va se retrouver avec un déficit de matière minérale pour recommencer un nouveau cycle. Donc ce que l'homme fait pour combler ce déficit, il va ramener ce que l'on appelle des intrants, c'est-à-dire qu'il va ramener des produits chimiques, il va ramener de la matière organique pour combler ce qu'il a enlevé au moment de la récolte. Et donc ces intrants, ça peut être des engrais organiques, des engrais minéraux, des pesticides, des désherbants, des herbicides, des fongicides, des insecticides et de l'eau. Le tout, c'est de combler le déficit qui a été fait lorsqu'on a exporté la biomasse au niveau de la récolte de l'année d'avant. Voilà. Et donc, quel type d'engrais l'agriculteur peut apporter? Donc, soit des engrais chimiques, donc de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, soit de l'engrais organique par l'intermédiaire du fumier ou des choses comme ça. Le but, c'est de combler les pertes liées aux exportations et au lessivage de l'année précédente. Le lessivage, c'est tout ce qui va être emmené par les eaux de pluie. Donc voilà, donc je ne reviens pas sur le jeu Simagro, je ne sais pas si vous y avez joué, mais c'est intéressant. Ensuite, la diversité des agrosystèmes, donc ces écosystèmes dont l'homme intervient et maîtrise la totalité des étapes. Il y en a toute une diversité. Donc ça peut être de l'élevage, d'accord, pour une production de biomasse animale, pour l'alimentation, pour le lait par exemple. Des agrosystèmes aquatiques, production, élevage de poissons, donc production de biomasse animale et végétale, puisqu'on peut aussi cultiver des algues désormais. La sylviculture, donc tout ce qui est culture des arbres, donc production de biomasse végétale. Ça peut avoir un intérêt pour la construction, pour le textile ou pour l'énergie, pour brûler du bois pour le chauffage. Donc vous voyez que les agrosystèmes, donc ces écosystèmes maîtrisés par l'homme, sont très divers. J'ai même pas parlé des cultures, tout simplement. Alors, dans la vidéo que vous aviez regardée, vous aviez à justement étudier de plus près un agrosystème maîtrisé par l'homme, un agrosystème local, la pisciculture de Thonon-les-Bains, sur les quais de Rive. Son rôle, c'est d'élever des petits poissons qu'ils sont allés prélever en milieu naturel sous forme d'alevins. Donc, les alevins, c'est ce qui sort des œufs, d'accord, tout de suite. Le but, c'est d'élever des poissons et ensuite les relâcher dans les différents lacs de Savoie et de Haute-Savoie, donc essentiellement lac Léman, lac d'Annecy et lac du Bourget, à Aix-les-Bains, pour repeupler le milieu suite à la pêche qui enlève beaucoup de biomasse animale. Donc je reviens pas sur les étapes, mais c'est récolter des œufs
dans le milieu sauvage, ensuite les incuber en pisciculture, les déposer dans des auges, les auges sont des cuvettes dans lesquelles on peut les nourrir, ensuite éclosion, et puis on les met dans des bassins de différentes tailles, dans différents bassins, à chaque fois qu'ils grandissent et qu'ils passent un stade, avant de les lâcher en juillet. Pour faire une omble, entre le moment du prélèvement d'une omble ou d'une truite et son relargage dans un lac, il faut 8 mois, alors que pour le corégone, donc c'est-à-dire la ferra, il faut 3 mois. Puis ensuite, vous aviez un petit document pour comparer l'agriculture extensive et intensive. On avait déjà fait une activité là-dessus, donc j'y passe très vite, je vous laisserai lire. L'agriculture intensive, c'est produire un maximum de biomasse sur un minimum de terre, alors que l'agriculture extensive, c'est produire juste ce qu'il faut pour nourrir la famille et vendre le surplus sur des terres très variées. L'agriculture extensive se caractérise par des races résistantes pour les vaches, par exemple, par une faible productivité, par une préservation d'une agriculture de terroir et de qualité, avec de faibles rendements, alors que l'agriculture intensive, c'est pour l'industrie. On utilise des animaux qui ont été sélectionnés pour leur productivité, pas pour leur résistance. Le but, c'est un rendement élevé, et c'est une production à destination de l'industrie. Donc voilà pour la notion d'agrosystème. Au niveau de la leçon, hop, voilà, le bilan est le suivant. Les agrosystèmes terrestres ou aquatiques sont gérés afin de produire de la biomasse nécessaire à l'humanité pour ses différents besoins. Les caractéristiques des systèmes agricoles varient selon les modèles de culture, extensive ou intensive, et dans plusieurs modèles agricoles, l'exportation d'une grande partie de la biomasse produite réclame l'apport d'intrants pour fertiliser les sols. Voilà. Ensuite, justement, les sols, vous avez aujourd'hui une activité à faire sur les sols, donc je vais la corriger tout de suite, comme ça ce sera fait et on pourra clôturer ce chapitre. Donc déjà, qu'est-ce que le sol? Donc vous aviez une vidéo à retrouver pour vous permettre de reclasser ces différents schémas. Donc le sol, ça va être la surface la plus proche de l'affleurement, dans lequel on va retrouver donc de la matière minérale et de la matière organique nécessaire au développement des producteurs primaires et secondaires. Ce sol, il se forme à partir, donc si je reprends la correction, donc ça, il faut que je l'enlève, hop. Si je reprends la correction, donc c'était d'abord la roche, qui ensuite va être altérée, donc c'est le A. Ensuite, plus l'altération se produit, plus la roche est dégradée, et plus on va former du sol, donc après c'est le D, et enfin c'est le C. La structure d'un sol, les étapes de la fabrication d'un sol sont les suivantes: altération physique de la roche-mère, altération chimique, installation des végétaux pionniers qui vont venir se mettre dans les fissures de la roche, et à partir de ce moment-là, les végétaux vont commencer à produire de la matière organique à partir de la matière minérale. Et donc là, on commence à avoir des producteurs primaires. Une fois que vous avez des producteurs primaires, vous pouvez avoir des consommateurs primaires, et à partir du moment où on a des producteurs et des consommateurs, lorsqu'ils meurent, la matière organique va se déposer sur le sol et sera décomposée par les décomposeurs, et ainsi de suite. Et l'on voit donc apparaître les différents étages suivants, donc la surface, en dessous la litière composée d'éléments morts, l'humus qui compose la litière qui se dégrade, ensuite l'horizon d'accumulation, l'horizon organo-minéral, et lorsque l'on arrive en dessous, il n'y a plus de sol, on est au niveau de la roche-mère. Donc le sol est composé de 4 épaisseurs: la litière, l'humus, l'horizon d'accumulation, l'horizon organo-minéral. Voilà, donc comment fonctionne un sol? Donc je vous l'ai dit, dans le sol, c'est là que les décomposeurs vont dégrader la matière organique des êtres vivants morts qui se déposent sur le sol pour refabriquer de la matière minérale. Donc c'est ce que l'on appelle le recyclage de la matière organique. Elle se fait par des animaux de tailles différentes et par les champignons. Donc des animaux de grande taille, style vers de terre, escargot, etc. Et jusqu'à des animaux de la plus petite taille possible, comme les bactéries par exemple. Par des êtres vivants de la plus petite taille possible, comme des bactéries. Voilà. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Vous aviez à étudier certains documents comme celui-là. Vous voyez que la minéralisation du sol en azote est maximale lorsque vous avez de la macrofaune, donc des grands êtres vivants, de la microfaune, des petits animaux et des bactéries.
Et si vous enlevez un petit peu d'êtres vivants à chaque fois, jusqu'à arriver à un sol stérilisé, c'est-à-dire sans rien, sans être vivant, vous n'avez pas de dégradation de la matière organique en matière minérale. Donc le rôle des êtres vivants du sol, c'est de dégrader la matière organique en matière minérale. Ce document montre également qu'on va retrouver de la matière minérale dans les excréments de lombric, ce qui veut dire que le lombric qui va se nourrir de matière organique en décomposition va, dans ses excréments, la transformer en matière minérale. Le lombric, en plus, il a un rôle par la fabrication de ces galeries d'une aération du sol, ce qui va permettre de faciliter l'infiltration des eaux de pluie, et donc d'avoir un meilleur sol. Donc vous voyez que les êtres vivants sont indispensables à la bonne tenue d'un sol. Voilà, on arrive au schéma suivant qui ressemble un petit peu au premier que l'on a vu, donc lors du TP de l'activité précédente. La biomasse végétale qui est fabriquée par photosynthèse, qui tombe sur le sol, forme de la matière organique morte, à l'automne, les feuilles mortes qui tombent ici. Ces feuilles mortes sont détruites par les décomposeurs, donc les êtres vivants du sol, qui vont donner de la matière minérale, et matière minérale qui pourrait être réabsorbée par l'arbre pour l'année d'après. Donc vous voyez que là, grâce au sol, on n'a pas besoin d'aller chercher des intrants ou autre chose, on a quelque chose d'équilibré, un système fermé. Et enfin, donc, vous aviez une dernière partie sur comment peut-on exploiter un sol, donc un agrosystème, tout en le préservant. D'accord. Tout d'abord, vous aviez à identifier les conséquences de l'agriculture, donc c'est une diminution de la biodiversité du sol. Et donc, si vous avez moins de vers de terre, moins d'insectes, moins de champignons, moins de bactéries, vous allez avoir un problème pour minéraliser la matière organique et un problème d'aération du sol. Et donc votre sol va s'appauvrir, ne formera plus de matière minérale et donc ne pourra plus nourrir de nouveaux végétaux. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple que vous connaissez certainement, qui est celui du méthaniseur sur le plateau de Gaveau, du Pays des Biens. Donc ce méthaniseur, en fait, a deux rôles. Il a pour rôle tout d'abord d'éviter à ce que les agriculteurs déversent dans leurs champs tout le fumier, les effluents d'élevage, les fertilisants, le lisier, les excréments de leurs animaux dans leurs champs, et éviter une contamination de l'eau et une préservation de l'eau déviant. Donc ce qui va se passer, c'est que les agriculteurs vont venir récolter leurs déchets organiques et les amener au méthaniseur. Ça va permettre de produire du biogaz qui va être utilisé pour le chauffage notamment des maisons. Et ensuite, une fois qu'avec ce biogaz est produit, il y a des déchets qui restent et les agriculteurs peuvent les déverser dans leurs champs des jours précis en fonction de la météo et à des quantités précises pour éviter la contamination des eaux déviantes. Donc je vous laisserai lire les étapes du fonctionnement de ce méthaniseur. Voilà. Au niveau de la leçon, vous avez deux bilans à noter ici. Le premier sur le sol, donc en consommant la biomasse morte, les êtres vivants du sol recyclent cette biomasse en éléments minéraux, assurant la fertilité des sols. Voilà. En dehors des agents érosifs, la nature et la composition des sols résultent aussi de l'interaction entre les roches et la biosphère par le biais de plantes, d'animaux et de microbes. La biosphère prélève dans les sols les éléments minéraux participant à la production de biomasse. Et sur la gestion durable, voilà, je vous laisserai noter, les agrosystèmes ont une incidence pour la qualité des sols et l'état général de l'environnement, proche de façon plus ou moins importante selon les modèles agricoles. L'un des enjeux majeurs est la limitation de ces impacts. La recherche agronomique actuelle s'appuie sur l'étude de processus biologiques et écologiques, apporte des connaissances, des technologies, des pratiques pour le développement d'une agriculture durable, permettant tout à la fois de couvrir les besoins de l'humanité, de limiter ou de compenser les impacts environnementaux. Donc ça, c'est le rôle du méthaniseur, par exemple. Je vous ai mis ici la fiche de révision, même si on ne fera pas de contrôle là-dessus, enfin on verra le jour de la reprise ce qu'il en est, pour que vous puissiez guider vos révisions. Donc voilà, ce que je vous demande pendant les vacances comme travail, c'est de bien reprendre tout ce qui a été fait pendant cette première période de confinement. Je ne donne pas de travail supplémentaire.
vous reprenez tout, vous vous mettez à jour si vous avez pris du retard, et on fera le point à la rentrée pour voir comment on continue. Allez, bon courage à vous et bonnes vacances.